salut tout le monde, très content de vous retrouver quelques jours après la Saint-Valentin. Tu vas mieux? Oui, je vais bien, je vais bien. Je suis toujours célibataire, je vous le confirme, mais il y a peut-être des gens qui... Toi, tu ne l'es pas célibataire. Je viens de peut-être décevoir certains hommes à l'écoute, peu importe, mais de quelle allégeance vous êtes. Mais bref, là, il faut dire que moi, je suis toujours célibataire. Il y a peut-être des gens qui sont tombés en couple parce que la date qu'ils ont eue à la Saint-Valentin, ça a été fructueux. Puis d'autres, peut-être, qui ne sont plus en couple. Il y en a qui se font dropper la journée de la Saint-Valentin. Ça, c'est terrible. Mais les célibataires, consolez-vous, la Saint-Valentin, c'est juste une journée. Après ça, on n'en parle plus, c'est terminé. Et les couples autour de vous continuent de chicaner, puis tout. Ça reprend. Tout reprend comme à l'habitude. Mais j'ai écrit un blog là-dessus, d'ailleurs, qui s'intitule « Hey, les célibataires, réveillez-vous ». Alors, vous irez voir ça. En ligne, on peut te trouver sur Amélie-Paul.tv. Alors, voilà. Voir ça. Je vais aller lire ça. Je vous rentre dedans un peu, mais j'aime ça, vous rentrer dedans. Mais en même temps, je suis d'accord avec le fait qu'il faut être bien avec soi-même avant d'être bien en couple. Tout à fait. Faut quand même, je pense, de ce côté un petit peu plus sérieux et profond qu'on vous a dit, on peut quand même mentionner qu'on aura Stéphane Ducharme avec nous. Ça va sûrement déraper un peu avec Stéphane comme à l'habitude. On va parler d'activités, toutefois, là, qui est vraiment pour toute la famille pour la semaine de relâche. On a Stéphanie Léveillé-Denis qui est là toujours. Aussi Alex Adou, lui qui est dans le domaine de l'immobilier, voilà, qui va être avec nous pour parler de les taux d'intérêt qui augmentent. Il y aura Rash, qui est avec nous, ton préféré. Mon préféré, Rash. Tu deviendrais probablement célibataire. Pour Arès, oui, mais il est très, très, très marié. Alors voilà. Pas touche. Oui. Et le mec qui voit ça va rire. Et Roxandra aussi qui va venir nous parler de Pilates et de yoga. Namasté. Elle va nous jaser parce que c'est deux disciplines différentes, mais qui peuvent s'entrecouper, qui peuvent aller ensemble. Alors, ça Et mesdames et messieurs, on est tous heureux de constater que même si Alex a eu une bonne grippe d'homme la semaine dernière, il est toujours aussi hyperactif et verbomoteur. Oui! Et oui, je parle toujours. Et je t'aime toujours. Très Moi aussi! On s'aime, c'est la Saint-Valentin. On s'aime! Ah oui, full love. Adoption à l'unanimité de la nouvelle mouture du Code d'éthique et de déontologie des élus et de leurs employés. C'est le règlement concernant ce Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Laval et de leurs employés qui a été adopté à l'unanimité par les membres du Conseil municipal. Et ça, c'est conformément à l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Toute municipalité doit, avant le 1er mars prochain, qui suit toute élection générale, adopter un Code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Et au cours de l'automne dernier, le Bureau d'intégrité d'éthique de Laval qui a procédé à une analyse du Code d'éthique des élus et de son efficacité opérationnelle. Puis, suite à l'analyse, finalement, le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval a proposé des modifications afin de refléter les responsabilités importantes des élus, de clarifier les règles et de rendre le Code d'éthique cohérent avec les attentes des employés en matière éthique. À titre d'exemple, notons le fait qu'une marque d'hospitalité, de courtoisie ou de protocole accepté dont la valeur totale excède 100 $ devra désormais faire l'objet d'une déclaration écrite auprès du service du greffier, finalement, de la Ville dans les 30 jours de l'acceptation de la marque. La déclaration devra contenir une description adéquate de la marque reçue, préciser le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. Et la principale modification que nous apportons donc à la nouvelle mouture est que le champ d'application du Code va s'étendre maintenant aux employés politiques en plus des élus. Nous allons d'ailleurs plus loin que les exigences légales à cet effet. Et la décision qui a été donc unanime, toujours en paraphrasant les gens de la Ville. Et le nouveau Code introduit aussi de nouvelles règles en matière d'acceptation des avantages et des marques d'hospitalité, de courtoisie et de protocole qui vont favoriser encore plus la transparence dans l'exercice de nos fonctions, a aussi tenu à ajouter le maire, M. Demers. Elle nous a fait toute une impression il y a 2 semaines. Roxandra Georgescu. On va s'habituer, à force que tu reviennes à chaque semaine, chaque 2 semaines, ça va bien aller. Bien, c'est très bien. Dans le premier temps. De Idolem, Yoga Show, oui, Namasté. Namasté. On parlait de Yoga Show il y a 2 semaines, mais là, maintenant, tu veux parler du mariage Pilates Yoga Show. Je savais même pas que ça existait. Et je connais pas vraiment le Pilates. Je pense qu'on doit décortiquer dans un premier temps ce que c'est le Pilates. Ouais, et par la suite, on pourra peut-être parler des bienfaits. J'en ai jamais fait, mais je sais que ça a quand même la cote, le Pilates. À la base, je suis professeure de Pilates certifiée. J'ai un petit studio au 2e étage de notre studio de Yoga Show.
Le Pilates, ça se fait soit au sol, soit sur appareil. C'est conçu par Joseph Pilates. C'est pour ça que ça s'appelle le Pilates. C'était son nom de famille. Puis ça fait 100 ans de ça, pendant la Première Guerre mondiale. Puis c'est vraiment c'est de l'exercice qui se fait soit au sol, soit sur machine. La différence entre le sol et la machine, c'est que la machine, elle va venir vraiment te centrer, te positionner, t'enligner. Fait que tu exécutes le mouvement d'une façon plus correcte, puis un petit peu peut-être en trichant moins dans ton exercice parce que tu es bien placé. C'est ça, exactement. Qui dicte la chose. Tu as une courroie que tu tires, ben, tu la tires droit. Tu peux pas faire plein de mouvements. Est-ce que ceux qui prennent la machine sont plus des néophytes et ceux qui, par la suite, s'en dissocient, c'est parce que là, ils sont rendus à un certain niveau, ils sont capables d'exécuter faire le mouvement correctement, exactement? De là, le mariage entre les deux. Alors, la machine, elle va te montrer comment faire, comment être bien positionné. Fait que quand tu vas aller au sol, qui est le yoga, qui se passe au sol, tes muscles vont être bâtis, tu vas avoir la conscience corporelle pour rester aligné, pour rester centré, pour rester vrai à ta ligne centrale. Et puis là, tu vas pouvoir avoir plus d'équilibre, plus de force, plus de focus. Mais est-ce que ça serait comme le pré-yoga, si on veut? Ça serait l'étape 1 ou pas nécessairement? Je crois qu'il vient super bien ensemble. Ça vient se compléter. Ça vient se compléter, puis un améliore la pratique de l'autre. Ça empêche de pogner des mauvais plis, comme on dit peut-être, dans nos positions, d'être plus intègre dans la position. Exactement. Ça t'empêche de tricher, dans le fond. Ça te rééduque à utiliser ton corps. Et est-ce que la philosophie, c'est-à-dire parce qu'on sait que souvent, il y a l'aspect yoga, c'est souvent le mantra, on réfléchit, la motivation, l'introspection. Est-ce que le Pilates, c'est également cette même énergie-là ou cette même philosophie-là? Absolument. C'est mind, body and soul. C'est vraiment de l'exercice qui est axé, l'âme exactement, c'est axé sur le fait que tu vas t'introvertir, écouter ton corps, écouter fermer ton cerveau si on veut pour pouvoir vraiment exactement suivre ta respiration aussi. Exactement. Suivre ta respiration. Il y a des exercices qui sont axés vraiment juste sur la respiration, comme au yoga. T'as tout un chapitre dans son livre à Joseph Pilates qui parle juste de la respiration, puis comment respirer, puis comment augmenter puis améliorer ta capacité pulmonaire. J'ouvre une parenthèse parce que des fois, on voit des vidéos devant un téléviseur versus de faire du pilates, du yoga, mais de le faire en salle avec toi, par exemple, avec des gens qui sont certifiés, j'imagine que c'est totalement différent aussi. Parce que pour quelqu'un qui nous écoute présentement, qui le fait devant son téléviseur, puis versus avec toi, qui va vous voir des gens comme toi, je me suis toujours un peu posé cette question-là. L'énergie de la salle. L'énergie de la salle, l'ambiance. Il y a aussi le professeur qui peut corriger la position aussi. C'est ça. Qu'on ne se voit pas nous-mêmes, sinon. Ouais. C'est ça, le prof est ton guide, est ton miroir et la personne qui va te corriger, le médecin, si on veut. Ouais. Puis c'est aussi la personne qui va voir ton corps, il est comment. Fait que tu peux, comme prof, observer une personne et dire « Oh my God, elle a une épaule vraiment plus basse que l'autre épaule. Pourquoi? » Puis là, tu vas chercher dans son historique, dans ses blessures, dans tout ça. Puis là, tu te rends compte, elle s'est blessée là, elle compense de l'autre bord, les muscles sont trop serrés, il faut développer ce qu'il faut développer pour réaligner la personne. Et tout d'un coup, 10 cours, 20 cours, puis la personne est capable d'aller retourner dans sa salle de yoga puis de faire des postures, puis des exercices, puis de pousser son corps à un niveau beaucoup plus avancé parce que tu viens de réaligner le tout, rebalancer le tout, rebâtir les muscles. Les bienfaits seront encore plus grands. Et là, si on amalgame les deux, c'est-à-dire les bienfaits que font le Pilates et le yoga ensemble, qu'est-ce qu'on peut décortiquer? Exact. Déjà que le yoga, pour muscler, si je comprends bien, le Pilates. Le Pilates va venir bâtir du muscle autour des structures osseuses. Fait que ça va supporter là où nous, par la paresse naturelle du corps humain, là, ça c'est inévitable, on est fait comme ça. La loi du moindre effort. Exactement. Tu vas tout le temps aller chercher la façon facile de faire les choses. Tu vas être assise comme ça, à la place d'être assise bien. Comme présentement. Tu vas courber le dos, tu vas avancer les épaules. Mais là, qu'est-ce qui arrive au Pilates, c'est que ça te réconscientise, puis tu commences à dire, OK, là, je suis en train de couper mes légumes. Bien, je vais baisser mes épaules.
je vais rentrer mon ventre, je vais rester bien droit. Fait que tu apportes ça partout. Partout dans tout ce que tu fais. Tu conduis tout d'un coup, tu conduis comme avec ton dossier tout droit, ton dos tout droit, j'ai tellement tes épaules avec ça, loin. Ne serait-ce que, tu sais, des fois, d'avoir une posture on est en train d'être à l'ordinateur, peu importe, puis juste d'avoir des tendinites, ça pourrait nous sauver. Bien fait sont là. Les deux pratiques vont venir travailler les joints, créer de l'espace dans les articulations. Même le caméraman. Je n'en perds, j'y vais. Tout le monde, surtout qu'ils sont toujours penchés. Oui, mais c'est ça, ça t'apprend comment surlever un poids sans te faire mal au dos. Ruxandra, j'ai une question en terminant parce qu'il reste peut-être 30 secondes. À peu près, oui. Moi, ça m'arrive de faire des petites séances à la maison. Je mets une vidéo YouTube. Quel genre de séance? Là. Mon Dieu, t'as l'esprit mal tourné. Non, yoga. Ah, OK. Non, j'ai jamais fait de pilates, en fait. OK. Donc, je fais mon petit yoga, des fois 20 minutes, une demi-heure. Mais j'ai l'impression que c'est mieux que rien, mais c'est peut-être pas assez. C'est quoi que tu prescris, en fait? Ça serait quoi le temps idéal d'une session de yoga et une session de pilates? Je dirais les alterner ou les marier. OK. Où est-ce que tu fais une demi-heure et une demi-heure? Une heure à peu près. Une heure à peu près. Et tu peux faire du yoga latte, comme on appelle, ou tu peux faire une pratique de yoga qui suit un réchauffement en pilates. OK. Excellent. Et 1 heure 3 fois par semaine. On va essayer ça. 1 heure 3 fois par semaine. 1 heure 3 fois par semaine, ça serait... On va essayer ça lorsqu'on va aller l'essayer. Oui, on va aller en faire avec toi. Ben oui, on espère vous voir. Merci beaucoup. Et par le temps, on n'en est plus, mais à très bientôt. Merci. À bientôt. La Fédération des femmes virulentes envers l'administration Demers le 31 janvier dans une lettre adressée au maire Marc Demers et dont le Courrier Laval a obtenu copie. La Fédération des femmes du Québec blâme son administration d'avoir échoué à sa responsabilité d'assurer la sécurité et le bien-être de toutes les femmes qui y vivent ou y travaillent légalement. La Fédération réagissait à la nouvelle réglementation municipale reléguant les établissements à caractère érotique dans une petite zone industrielle, joignant ainsi sa voix à celle des organismes chez Stella, SIDA-Vie Laval, Portail VIH-Sida et COQ-Sida. Regroupant plus de 200 membres associatifs, les fédérations jugent sévèrement la Ville qu'elle accuse, entre autres, de traiter avec mépris les travailleuses de l'industrie du sexe. Nous croyons que la Ville de Laval est malheureusement tombée dans le piège de la facilité politique, écrit la présidente Gabrielle Bouchard, qui reproche à l'administration de Demers de balayer ces femmes loin des yeux dans une enclave industrielle où la sécurité assurée par la proximité des espaces sociaux ne fera plus partie de leur quotidien. Pour la Fédération, ce changement de zonage lié au non-renouvellement de permis d'occupation de 19 des 20 salons de massage érotique, disséminés d'ailleurs sur le territoire lavallois, s'inscrit dans un processus de gentrification des quartiers autour des boulevards des Laurentides et Curie-Labelle. Le 6 février au soir, après que le maire eut montré une ouverture pour rencontrer ces femmes, le conseil municipal adoptait, séance tenante, le second projet de règlement encadrant les établissements en caractère érotique qui étaient vilipendés justement par la FFQ. Et toujours selon Gabrielle Bouchard, cette nouvelle politique ne profitera pas aux femmes, n'améliorera pas les conditions de travail, ne réduira pas les risques de violence et ne sortira pas les femmes surtout de la pauvreté et ne réduira pas la stigmatisation, en plus de les plonger dans des situations précaires significatives. Elle termine sa lettre en ces termes. Nous demandons ainsi que les droits fondamentaux à la sécurité des femmes soient rétablis comme il en aurait dû être question dès le départ. Ce matin, nous sommes avec Mariana Estella, intervenante à la Maison des jeunes de l'Est de Laval. Bon matin. Merci, bon matin. Alors, tu viens nous parler du projet À Réponse, donc oui. La Réponse. Oui, exactement. Donc, on s'arrête et on pense, bien exactement. sûr. OK. Ça en lien avec les jeunes qui se font suspendre à l'école Leblanc et Georges Vanier. Donc, c'est un projet pilote. C'est la première fois que vous le faites. Oui, il a débuté en septembre 2016, donc là, on est dans la 2e année scolaire. OK, quand même. Oui. Et puis, dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous encadrez et vous donnez du support aux élèves qui sont suspendus, plutôt que les laisser aller à la maison, puis oui, va penser à tes trucs, vous les aidez à penser un petit peu plus. Exactement. Là. Comment ça fonctionne? Donc, en fait, à l'origine, c'est parti parce que il y avait un besoin au niveau des établissements scolaires. Des élèves qui étaient en suspension externe de 1 à 2 jours n'avaient pas nécessairement de ressources pour eux. Donc, ils se retrouvaient à la maison. Donc, on s'est dit,
au lieu de les laisser aller à la maison, pourquoi ne pas leur offrir un encadrement et un support pour les aider à se mettre à jour académiquement, à réfléchir aux événements qui ont mené à la suspension et bien sûr à faire une introspection pour éviter que ça se reproduise au retour à l'école. OK. Et puis, là, le projet fonctionne. Ça va être en chemin jusqu'à juin, pardon. Oui, exactement. Donc, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et puis, jusqu'à maintenant, les résultats, c'est quoi? Le feedback que vous avez auprès des éducateurs et puis des professeurs, etc. C'est quoi le feedback que vous avez? Les éducateurs, les professeurs nous envoient des courriels nous disant « Merci beaucoup, son comportement a changé. » Oui, puis c'est vraiment gratifiant parce que c'est sûr qu'une à 2 journées, on n'a souvent pas beaucoup le temps de faire grand-chose. Surtout quand ils sont référés à la fin de l'année et que c'est des problèmes qui persistent depuis septembre, par exemple. Donc, c'est vraiment gratifiant de savoir qu'on fait une vraie différence chez le jeune. Et puis, vous faites la différence, évidemment, c'est tous du cas par cas, donc c'est très individualisé, très personnalisé aussi. Donc, toi, tu les fréquentes, ces jeunes-là, au jour le jour, tu es vraiment sur le même plancher qu'eux. Oui. C'est quoi ta mission au départ? Quand tu prends un jeune, là, puis quand tu fais 2-3 fois qu'il se fait suspendre, là, puis là, j'imagine qu'il y a un profil qui se fait. Oui, donc notre objectif à nous, c'est de travailler sur tous les facteurs de protection qui sont en lien avec la persévérance scolaire. Donc, autant l'estime de soi, la motivation, l'engagement du jeune. C'est sûr que, comme je vous l'ai mentionné, de 1 à 2 jours, on peut faire quelque chose, mais c'est pas du long terme, donc c'est très bref comme global, séjour. là. Exactement, c'est très global. Par contre, une de nos forces à la réponse, c'est que justement, on n'est pas répressif avec le jeune. Donc, on cherche pas à le chicaner, on cherche plutôt à comprendre sa version des faits. Il y a toujours 2 côtés à la médaille, donc c'est sûr qu'on s'intéresse à sa perception de la situation et de ses gestes à lui. Et puisque, en fait, moi, je reçois un maximum de 6 jeunes à la fois en séjour, mais la moyenne, c'est de 1 à 2 jeunes. Donc ça veut dire que c'est une approche très personnalisée, comme vous l'avez mentionné. Beaucoup de temps passé avec la personne, à communiquer, et à vraiment la sentir. Là. J'apprends à connaître sa personne, mais non seulement au milieu scolaire, mais vraiment qui il est, comment il pense, pourquoi il agit de certaines façons. Donc c'est super intéressant, puis je pense que c'est pour ça qu'on réussit à faire autant de changements au niveau de sa perception. Que ça soit aussi rapide aussi comme changement, en 1 à 2 jours, une suspension, c'est pas super long non plus. Exactement, Et puis, est-ce que ça arrive aussi que tu trouves, finalement, on pensait que c'était académique, qu'il n'était pas intéressé à cette classe ou quoi que ce soit. Finalement, c'est peut-être un truc à la maison qui cloche ou l'intimidation. Donc ça, c'est une mesure de plus pour des fois, trouver de l'aide. Oui, exactement. Des fois, les professeurs nous le réfèrent parce qu'il est en retard dans ses modules, par exemple, à Georges Vanier ou peu importe. Puis je m'assois avec lui, puis en 2 jours, j'ai compris que, je sais pas, peut-être que la petite fille venait de vivre une peine d'amour, puis sa tête était ailleurs. T'sais, elle avait pas le goût de faire des mathématiques. Ce qui arrive à tous. Ce qui arrive, oui, c'est ça. Donc à ce moment-là, c'est une force aussi de pouvoir communiquer autant avec le directeur des écoles que les professeurs pour leur laisser savoir, écoute, moi, elle m'a fait parvenir telle information. Si on travaille tous ensemble, on pourrait peut-être échanger quelque chose. Donc autant là, on peut y aller encore plus personnalisé puis l'aider plus loin qu'une seule journée ou 2. Là. Exactement. Des fois, les jeunes s'ouvrent à moi, puis c'est des choses qui n'ont pas osé dire au directeur ni au professeur. Donc, c'est une information de plus que moi j'ai, puis ça peut affecter la manière dont eux, ils vont intervenir avec le jeune à l'école aussi. Et puis ça, c'est financé par qui? Parce que c'est sûr que ça prend des sous faire ça. Qui est-ce qui vous aide dans cette mission-là, de ce plan de match, en fait? On peut vraiment appeler ça comme ça, parce que là, vous relayez la POC, comme on dit, à d'autres instances de service. Donc, c'est financé par le regroupement Lavallois pour la réussite éducative. Et les sous, ils parviennent du ministère de l'Éducation, pardon. OK. Puis c'est vraiment grâce à eux qu'on a ce projet-là en place, sinon on n'existerait pas. Donc on les remercie beaucoup. Et puis, à ce niveau-là, les résultats sont là. On va avoir les chiffres éventuellement, mais évidemment, quand l'année scolaire sera terminée. Et puis, on aimerait ça revoir le projet revenir, c'est sûr? Oui, nous aussi. OK. Bon, bien, écoute, on vous le souhaite grandement. Puis les résultats, bien, je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes tout de suite, là, avec les professeurs, en 1 journée ou 2,
puisse sentir une Oui. différence. Puis toi, concrètement, dans ton quotidien, là, c'est quoi ça t'apporte de voir, hey, j'ai donné un petit coup de main à cette personne-là Mais aujourd'hui? c'est tellement gratifiant, là. C'est comme, on dit tout le temps, une deuxième paye parce que les jeunes, ils viennent souvent, puis ils sont réticents, ils pensent que je suis une psychologue qui rentrent va dans leur sa parler bulle. de... Ouais, c'est ça, rentrer dans leur bulle, puis des fois, ils n'ont pas le goût. Puis après, ils apprennent à me connaître, j'apprends à les connaître. Puis ça fait comme une bulle de sécurité qu'on donne aux jeunes, autre que la maison puis que l'école. C'est ce qui est le fun, c'est que après, mais en fait, on souhaite pas qu'ils reviennent à la réponse, parce que ça voudrait Techniquement, non. dire qu'ils sont suspendus. Mais puisque c'est dans la maison des jeunes, ça fait comme un continuum de service. Wow. Donc le soir, ils reviennent nous voir. Ils redécouvrent puis, la maison des jeunes. Oui, puis nous, on peut Wow. faire un suivi puis continuer à parler de telle problématique qu'ils ressentent, mais en dehors de la réponse. Donc c'est Donc, génial. La ouais. mission des maisons des jeunes, qui est Oui. d'accompagner nos jeunes. Ben, écoute, Exactement. Mariana, un gros merci. Mais merci à Et puis, vous. bonne continuité dans le projet. Merci, Donc, c'est gentil. Maison des jeunes de l'Est de Laval. Montmorency couronne ses gagnants de cégep en spectacle. C'est le 3 février que Chanie Laurence Brouillette a conquis public et jury avec 2 chansons interprétées sans anicroche, remportant ainsi la finale locale de cégep en spectacle tenue à la Maison des Arts de Laval. La jeune artiste y est allée d'une composition et traduction d'un air connu. Chanie Laurence Brouillette s'est démarquée parmi les 9 artistes ayant présenté 5 numéros durant la soirée. Le jury a été impressionné par sa voix authentique et son aisance sur scène. En plus de décrocher une bourse de 150 $, la jeune femme aura la chance de représenter le Collège Montmorency lors de la finale régionale Centre-Ouest le 17 mars au Centre collégial de Mont-Laurier. Également, Gabrielle Bélanger et Mérédith Rémy ont offert au public une création en chant, piano et danse des plus dynamiques. Leur talent et la combinaison des 2 arts leur ont valu la faveur du public, méritant la seconde place et obtenant une bourse de 100 $. Quant au prix coup de cœur du public, il a été remis au duo de chanteuses formé par Camilia Mongali et Danica Ductan. Les 3 professionnels ayant composé le jury étaient Émilie Roy, chanteuse lyrique et auteure-compositrice-interprète, David Jobert, auteur-compositeur-interprète, et Chantal Lamirande, coordonnatrice et professeure au département de danse du Collège Montmorency. Il était jeune adolescent à l'époque où tout le monde avait des perruches dans les années 90. Salut! Comment? Tu sais que je l'ai encore, hein? Ça va? Ben oui, je le sais que tu l'as encore. T'as encore ta Mon père aussi Écoute, l'a elle est encore. rendue à 35 ans. Je te jure, puis comment qu'elle s'appelle, la perruche Mais voyons, de mon tu frère? niaises. Non. Elle s'appelle 35 Gazou. ans? Gazou. Je savais pas que ça vivait si longtemps. Ben, elle est empaillée, là. Elle est empaillée, je l'ai fait Comment empailler. que ça vit de temps, une perruche? Hey, Pas ça dérape, ça c'est dérape, pas comme ça un dérape. perroquet, ça, là. Ça dérape, là. Là, on parle... J'avoue, on peut-tu parler des activités on parle pendant la d'activités. semaine de Oui, relâche? semaine de relâche. Oui, c'est ça, semaine de relâche. Là, écoutez, là, je vous le dis tout de suite, là, j'ai un paquet d'informations à vous gorocher. Là. Ah ouais, Il y en a garoche. La beaucoup. garoche, ah ouais. Je vais faire les secteurs de... Alitra qui est là. Ouais, ouais. Hey, on Je vais- perd toujours le contrôle avec Ouais, toi. Je sais, ouais, je sais pas comment faire. C'est comme- correct, j'aime ça de même, moi. Ouais. Là, les secteurs de Laval, je vous parle du secteur Duvernay, Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul. Il y a les loisirs Duvernay, Saint-Vincent. Ben, mon Dieu, Seigneur. C'est quoi? Qu'est-ce C'est qui la Saint-Valentin. Qu'est-ce on va que- faire Ah, une OK. émission. OK, c'est Ben oui, mais il faut que tu perdes le contrôle. Ah non, ben je Perds vois le ça. contrôle. J'ai comme fait... OK, donc c'est au 3100 Désolé. boulevard Concorde. Donc, il y a des activités variées. C'est pour les enfants de 5 à 12 ans. C'est 100 $ pour la semaine avec un service de garde inclus. C'est du 5 au 9 mars. C'est entre 9h et 16h le matin. Et il y a le service de garde de 16h à 9h et de 16 à 18h. Il reste bien concentré. Quand même pas Il est pire, hein? très fort, il est très Oui, oui, oui. Et il y a également aussi le groupe promo Santé Laval. Là, on est toujours à Duvernay. Toujours dans OK. Duvernay, là, je vous goroche ça comme ça. Il y a beaucoup de évidemment, Oui, de c'est secteurs, ça. Il y a hein. beaucoup de secteurs. Je vais en couper un peu. Là. Il y a le camp de jour bouffe nature. Ça, c'est cool. Ça. Les enfants, beaucoup. Mais ma fille aime beaucoup faire de la popote. popote, ben oui. Exactement. C'est la mode, hein? C'est pas mal la J'aime mode. ça. Elle n'est plus des cours d'économie familiale. Fait qu'elle Exact- faut que tu compenses quelque part. Exactement. Donc, c'est 180 $ pour la semaine et il y a un 30 $ pour le service de garde pour aller porter les kids plus tôt. Est-ce que dans l'ensemble de ce que tu vas nous parler aussi, c'est des choses qui sont payantes ou il y a quand même des trucs gratuits? Il n'y a rien de gratuit. OK. Des services de garde pour les parents là, Ouais. au Québec. Mais, Oublie mais ça. des Non, activités mais c'est parce aussi, que- des activités Oui, oui, également oui, que tu vas c'est nous ça. proposer. Mais c'est Mais- quand même des belles activités, là. Il y a des camps de sport, des Ouais. camps Ouais, scientifiques, des exactement. camps de... Je veux pas, Ouais. avant Non, mais d'aller trop pour vite, le mais- prix, pour le prix que ça coûte pour la semaine, parce qu'on s'entend, là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que
dans la semaine de relâche scolaire, on ne peut pas être en vacances, les parents. Moi, je suis parent de 2 enfants. Mes enfants vont au service de garde le matin. On va les chercher vers 5h30 le soir. Fait que là, on est pris dans un tournant. Puis là, il y a beaucoup de parents qui prennent des congés. Ça ne marche pas avec le patron, ça ne marche pas avec l'horaire, tout ça. Des fois, les grands-parents peuvent être là Ouais. 2-3 jours, mais on s'entend que pour une semaine complète... Non, c'est vraiment, c'est pas facile. Oui. Puis même, je prends l'exemple de mes beaux-parents à moi que j'ai salue. Ils sont à l'extérieur, ils sont en Floride tout l'hiver. Mes parents sont plus loin, fait que c'est toujours moins facile. Je vais aussi vous parler secteur très, très rapide. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pont-Villot. Encore du temps. Ah oui, Laval, OK, on a oui, du c'est temps. On défonce. On défonce Ah, c'est ben, ça. regarde. on va t'entendre un petit peu, là, je Pour vais le relaxer. bien, vas-y, Bon, tu parlais de Floride, là, let's go. il y a On est le en centre Floride. d'interprétation des biosciences Armand Frappier. OK. Il se passe rien là-bas. Non, c'est pas vrai. Non, mais pour vrai, c'est un magnifique endroit. Non, c'est super le fun. Hey, asseyez-vous droit, là. Ouais. Donc, c'est non, le... on se un peu de sérieux. recroquevillait de plus en plus. Ouais. là. Il y a un camp scientifique du musée Ouais, je l'ai ici. Armand Frappier. 215 $ pour la semaine. Là, il y a plein d'activités. Puis ça inclut là-dedans le service de garde. Le service de garde est inclus. C'est du 5 au 9, Ce au qu'il 9 faut mars. comprendre, c'est que dans les coûts, souvent, je validais sur le site hier Ouais. pour un peu faire des recherches, pour savoir de ce que tu allais nous jaser. Puis ça inclut les repas, ça inclut Ouais, les collations. Donc, exactement. tu sais, des fois, Bien on voit amené. un prix, mais en même À un temps, moment donné, c'est ça vaut la rattaché. peine. Oui, à c'est là. ça, exactement. Alors, Exactement. Parfait. Il y a le Sport Laval, c'est au 150 Avenue Legrand. Ça, c'est cool. Il y a un camp de jour sport. Mon petit gars de 5 ans, Lucas, vous l'avez vu l'autre fois à la télévision, Ouais. là, c'est un Lui, il tripeux de capote, là. hockey, Il triple, basketball, il y a du Il est volleyball. super actif comme moi, là, étant jeune, là, pas tenable. Là, Exact. là, faut que Ouais, t'es ouais, envoies, c'est là. pas mal là. Pas nécessairement jeune, hein? Non, C'est, non, ouais. Tu l'as encore. Ah ouais, je sais. 80 c'est vraiment pas cher. C'est 30 pour le service de garde. puis c'est de 7 h le matin à 18 h le soir. Ah, ça, c'est formidable. Ouais, c'est le fun pour ça. Secteur Chomédé, on vous oublie pas, il y a le Cosmodome sur l'autoroute 15, on comprend ça. 40 jours, initiation au monde de l'espace, 225 pour la semaine. Il y a le service de garde qui est inclus. Là-dessus, c'est les heures encore de 9 h le matin à 18 h le soir pour aller déporter les enfants. On peut aller les porter très tôt et on va les chercher à 18 h. Information 450-978-3600. Et il y a aussi la corporation Centre du Sablon. Là, on peut aller faire de la natation. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment la natation. Il y a des jeux de motricité, des arts plastiques, des jeux sociaux et 160 pour la semaine, incluant le service de garde aussi avec ça. Je suis quasiment jalouse, mais il n'y avait Ben, moi pas aussi. ça Hey, quand moi j'étais aussi. jeune. Non. Vraiment. Non, carrément. Puis je trouve que ce qui est intéressant en plus, c'est que chaque secteur semble avoir aussi ses particularités. Exact. On Oui, offre, oui, on- c'est tu sais, ça. on offre quand même, tu sais, quand tu parlais du Cosmodome dans Chamédé, donc Ouais. il y a comme chaque quartier ou chaque endroit à Laval a comme Oui, c'est ses ça. particularités. Puis le Cosmodome, moi, j'ai été l'année passée. C'est vraiment le fun pour les enfants. Tu sais, nous autres, on l'a déjà vu quand on était petits, tout ça. Là, ça fait longtemps que ça existe. Mais pour les enfants, là, c'est Il y a des incroyable. mises à jour, C'est souvent, impressionnant. des nouvelles, Il y a des vraiment- nouvelles expositions, c'est continuellement perpétué. Si tu y as été l'an dernier, tu peux de nouveau inscrire tes enfants. Ça va être Exact. quelque chose de Oui, c'est en différent. plein Alors, ça, exactement. Je pense que c'est intéressant. On se renouvelle tout le temps. Ils n'ont pas le choix, exactement. Alors, On- tu Oh, il continues. nous reste combien de temps? Mais il nous reste 2 minutes. Mais 2 on minutes. a Sainte-Dorothée, Laval-Ouest. Oui, c'est ça. les îles. Laval-Ouest, Fabreville, Laval-sur-le-Lac, c'est le club des 4H du Québec. Ça, c'est sur le boulevard Arthur On Sauvé. les aime, eux, qui viennent souvent nous voir, nous parler. Ah! Ils sont très dynamiques. Puis ce qui est le fun avec les 4H, on le sait, c'est l'environnement, c'est de les, C'est en plein ça. les initier. On découvre la nature, l'agriculture et l'environnement. 35 par jour ou 150 pour la semaine. Vraiment pas cher, incluant le service de garde. Et le Louisibourg, donc des jeux à l'extérieur, à l'intérieur, du bricolage. On peut aller jouer au bowling. On peut aller aussi au cinéma. Ils vont aller au cinéma. Donc, bien sûr, ils vont les emmener au cinéma. C'est 30 par jour ou 127,50 pour la semaine. Vraiment Un pas cher. service de garde de luxe. De- Oui, ben, carrément, exactement. Exactement. Et Sainte-Rose, Vimont, Auteuil, il y a l'éco-nature au parc Rivière-des-Mille-Îles. Club de gymnastique aussi. je Oui, pense. exactement. Le club gym, Laval cheerleading. Cheerleading. Ça, c'est Ça, c'est cool. trippant. Ben oui, mais tu passes une semaine. Si les enfants ils aiment ça, on peut les inscrire, puis on ne sait jamais, ils vont Exact. devenir peut-être Découvrir des des passions, alouettes. Ben, c'est Parce ça, qu'au- exactement. Au travers de ça, c'est justement, comme tu dis, c'est de les initier à plein de choses, puis par la suite, ben, ça reste en tête pour le bagage, Oui. les loisirs, pour le sport, pour... C'est ça. Puis on découvre aussi des fois qu'un enfant aime quelque chose qu'on ne savait pas. Il l'a testé. Fait qu'on va l'inscrire, puis on ne sait jamais ce que ça peut en Hey, être. merci beaucoup! Hey, ça fait plaisir! Hey, bonne Saint-Valentin! Hey, On va merci. enregistrer ça, ça va être la Exact. fête de l'amour! Saint-Valentin!
Charline Labonté met en vedette l'esprit olympique canadien au Carrefour Laval. La quadruple médaillée d'or en hockey féminin, Charline Labonté, et ancienne d'ailleurs joueuse de la LHJMQ, invite les Lavallois à encourager les athlètes aux Jeux olympiques de Pyeongchang dans un espace aménagé avec table, chaises et 3 écrans au Carrefour Laval. La jeune gardienne de but retraitée était de passage le 8 février pour rencontrer les gens et procéder au lancement de cet espace situé devant la baie du Tson. Des écrans immersifs diffusent d'ailleurs la couverture des Jeux olympiques par la Société radio-canadienne. En tant que domicile officiel d'Équipe Canada, Cadillac Fairview mettra en vedette l'esprit olympique canadien jusqu'à la fin des Jeux, soit jusqu'au 25 février. Âgée de 35 ans, Charline a pris sa retraite du hockey en septembre dernier. Elle savait que les Jeux d'hiver de 2014 à Sochi, qu'il s'agissait finalement de ces derniers. Elle ne voulait pas entreprendre un autre cycle de 4 ans. J'ai eu une belle carrière et je voulais me retirer en beauté, lance-t-elle. C'est ce que j'ai fait en poursuivant ma carrière et en gagnant la Coupe Clarkson, l'équivalent de la Coupe Stanley, mais pour les femmes, avec les Canadiennes de Montréal en mars 2017. Depuis sa retraite, elle travaille pour un service de traiteur dans le quartier Rosemont et agit comme consultante en psychologie pour aider des athlètes comme elle. Charline suivra de près ses anciennes coéquipières et amies au petit écran. L'athlète qui est originaire, je vous rappelle, de Fabreville, a pris part à 4 Jeux olympiques et décroché 4 médailles d'or. Et son plus beau souvenir est sa présence à Sochi, même si les Jeux de Vancouver ont été magnifiques, dit-elle, devant ses compatriotes. Chaque fois que les mots clics CF Breer ou CF Brighter seront utilisés dans les médias sociaux pendant les Jeux olympiques d'hiver de 2018, donc actuels, Cadillac Fairview versera $1 à la Fondation olympique canadienne et au mouvement Uni, le principal partenaire philanthropique de Cadillac Fairview, qui est axé finalement sur la responsabilisation des jeunes. Cadillac Fairview donnera au moins jusqu'à 250 000 $. Apparemment que l'économie va bien. Ouais. Moi, j'entends parler juste de coupures de coupures, partout, ouais. mais apparemment que ça va bien puisque les taux d'intérêt augmentent. Quoi que le gouvernement nous a coupé pendant très longtemps et là, nous donne des bonbons présentement. Là. C'est ça, là, il essaie de nous séduire. Ça va En tout sûrement cas, bien. En tout cas, puis ça- Alex Adou, le monde de l'immobilier, est-ce qu'il est directement touché par ça? J'imagine que oui. Bien, c'est sûr, c'est parce qu'en ce moment, ils ont monté le taux directeur il n'y a pas longtemps. les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, tu sais, le taux directeur, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'il a monté. Fait que toutes les banques qui ont monté leur taux d'intérêt. Et peut-être aussi, puis tu sais, avant de commencer à décortiquer le tout, peut-être expliquer ce que c'est un taux d'intérêt et un taux directeur, parce que les deux sont liés ensemble. C'est ça, effectivement. Dans le fond, le taux directeur, c'est le taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada. C'est elle qui distribue les taux d'intérêt aux autres banques. Le taux d'intérêt de la banque, c'est juste la banque dans le fond. Elle-même. Mais eux, ils Une augmentent institution ça là, selon l'économie. là. Tu sais, quand ça va trop bien, C'est ça. Eux autres, dans le fond, il suffit, c'est... pour ralentir. C'est ça. Eux autres, il suffit, dans le fond, c'est le secteur de l'économie, comment que l'économie va, puis ils décident de le monter ou de le baisser. C'est ça. Là, présentement, on est à 1,25 C'est ça, si je ne m'abuse. 1,25. Mais je sais que parce que là, il y a toujours, on anticipe, les anticipations. Je pense que ça pourrait monter jusqu'à 2,2 d'ici la fin de l'année 2018. Puis on en est qu'au premier mois, là, dans les deux premiers mois. Donc, mais ça, quel impact que ça a justement pour les acheteurs, pour des courtiers aussi comme toi? Bien, ça réduit, dans le fond, la capacité d'achat de l'acheteur, de 1. De 2, ça augmente les paiements hypothécaires à tous les mois. Fait que ce qui peut être quand même assez. Donc, les ménages, problématique, déjà là. qui sont très endettés au Canada. Ouais. Puis est-ce que les gens sont peut-être un peu frileux parce qu'ils ont peur à long terme que les taux augmentent encore plus? Parce que là, c'est juste Bien, une certainement. petite hausse. Ce qui se passe en ce moment, c'est que tout le monde prend des taux, mettons, d'intérêt 5 ans. pour 5 ans. Ouais. Ils ne le prennent pas pour 1 an, 2 ans. T'sais, ils veulent geler le taux pour 5 ans. Taux fixe. Et est-ce que C'est ça. c'est le temps, justement, d'aller fixer son taux si vous avez un taux... C'est sûr que moi, ce que j'ai à conseiller, c'est que si vous avez fixé un taux, prenez-le fixe et non variable. Parce que variable, ce qui se passe, c'est que si ça monte, vous montez. Si ça descend, il descend. Fait que moi, j'irais avec un 5 ans fixe. C'est ça. J'imagine que, d'ailleurs, avec les portefeuilles qui sont déjà très endettés, on y va toujours avec les taux fixes. Mais justement, là, tantôt, on parlait, parce que, tu sais, des fois, j'aime ça ramener des choses qu'on ramène, qu'on discute hors d'onde et qu'on peut le mettre pour les gens à profit. Tu me disais que, parlant de taux, par exemple, on a un courtier. Pour une maison, finalement, si le courtier nous réussit à nous trouver un acheteur, on peut négocier quelque chose déjà d'emblée, avant même que notre maison soit vendue. Là. Oui, certainement, certainement. Quand tu dis négocier par rapport à Ben, quoi par exactement? rapport au taux, par exemple. Exemple, quand tu es d'une maison, le courtier, des fois, se prend un 4 un 5 La parce que commission, on peut la commission, Oui, négocier. certainement, certainement. Ce que vous pouvez faire avec votre courtier, vous pouvez vous entendre puis dire, si moi j'amène l'acheteur, il va avoir une réduction de taux.
Fait que dans le fond, ça vient baisser un petit peu la commission si vous trouvez l'acheteur. Et habituellement, les agents y acceptent. La plupart des agents y acceptent. C'est sûr qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Ouais, mais qui perdent l'argent, hein, mais- C'est ça. Mais au pire, la personne va juste changer d'agent. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est Mais, la loi du marché, dans le fond. Là. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter? À cause de cette hausse-là, est-ce qu'on se dit c'est maintenant qu'il faut acheter avant que ça augmente trop? C'est sûr qu'en ce moment, c'est un marché d'acheteurs. Même si les taux d'intérêt, il y a beaucoup de propriétés sur le marché, mais il n'y a pas assez d'acheteurs. OK. Fait que moi, je dirais tout le temps que c'est un marché d'acheteurs en ce moment. Et pour un néophyte comme moi, un peu plus dans cette phase-là de l'achat de maison, d'immobilier, est-ce qu'il y a des secteurs de l'année, est-ce que, par exemple, au printemps, il y aura davantage de gens qui vont, tu sais, justement, les gens partent de leur appartement. Des fois, il y en a qui décident de s'acheter des condos, des maisons. Alors, est-ce que c'est plus propice d'acheter maintenant que d'acheter... C'est sûr que si printemps. vous achetez entre le mois de février et juillet, c'est le high season, c'est la haute saison. Vous risquez de payer un 2, 3, 4 de plus cher. Ah oui. Plus les frais de déménagement, évidemment. Là. Tandis que Ouais. si vous déménagez après le mois de juillet, les coûts ils risquent de tomber un petit peu plus. Là. Est-ce que tu penses que les maisons sont trop chères en ce moment? Tout dépendant où, mais il y en a effectivement qui sont un petit peu chers par rapport, mettons, à l'offre puis la demande. Mais tu sais, c'est de comparer, c'est de voir. Mais oui, effectivement, moi, je trouve qu'il y a dans certains secteurs, ils sont quand même assez Mais chers. tu dis que c'est un marché d'acheteurs, donc il y a une bonne place pour la négociation. C'est qu'on ça, se le dise. c'est ce qui se passe en ce moment. C'est que les maisons, elles restent longtemps sur le marché. Fait que ce qui se passe, c'est que les vendeurs, ils baissent leur prix étant donné qu'il n'y a pas assez d'acheteurs. Oh! Puis, est-ce que, justement, parce que là, il y a non seulement le fait que, là, il y a beaucoup de projets d'infrastructure présentement, beaucoup aussi de comme tu disais, tu sais, de condos, de construction et autres, mais est-ce que ça pourrait mettre un frein à ces constructions-là tu sais, des promoteurs? Puis on sait que les villes adorent avoir ces projets-là, Certainement, ça parce met que des c'est des taxes. taxes C'est des davantage. taxes, c'est ça. Alors, les services, par la suite, c'est un effet cyclique. Alors, est-ce que ça pourrait mettre un frein aussi à la construction, tout ça? Bien, en ce moment, ce que ça met un frein sur le côté des condos. Oui. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils ont saturé, puis il y a beaucoup de monde qui vendent leurs condos, puis ils sont perdants, là. C'est Carrément. ça. Mais côté- c'est plus perdant un condo présentement qu'une maison. Là. Oui, certainement, c'est ça. En ce moment, on est plus perdant dans un condo qu'une maison. Même à Montréal? Même à Montréal. Ou Laval, effectivement, par ou exemple. Laval. Ah oui. Donc, est-ce que tu crois, malgré tout ça, que l'achat d'une maison, ça reste le meilleur investissement? C'est le À meilleur long terme? investissement, mais c'est à long terme. À long terme, Il ne faut pas penser à acheter une maison Dans pour 5 ans, dans on va 5 faire un ans. profit mirobolant. Non, OK. il faut vraiment faire son profit à l'achat quand on achète une maison. C'est ça qui est important. J'ai une petite question, je ne sais pas si ça se fait, mais pour les gens qui sont un peu en panique à cause du taux hypothécaire qui augmente, si on a pris un taux fixe de 5 ans puis il nous reste, admettons, 1 an, est-ce qu'on peut renouveler tout de suite pour un Mais autre 5 ans? il peut y avoir une pénalité avec Ouais, la c'est banque. ça, je m'en allais dire. Ouais. La plupart Donc, du c'est temps, là c'est- de calculer si ça C'est vaut la peine. Ça vaut la peine, effectivement. La plupart du temps, c'est que vous avez un 3 mois à la fin du terme, dans le fond, que vous pouvez négocier pour renouveler votre hypothèque. Mais tu sais, 1 an, c'est un petit peu prématuré. Avec le tout. Ben, en tout cas, c'est intéressant parce que. Puis on pourra revenir avec Certainement. l'approche du printemps. Justement, je parlais tantôt du changement de saison, des gens qui, des fois, des couples qui vivaient séparément décident d'acheter maintenant une demeure ensemble. On va peut-être parler un peu plus tard dans les prochaines chroniques un peu de comment bien les portefeuilles, Ouais. comment bien amalgamer le tout. Comment lorsqu'on bien achète. planifier, tu sais, Planifier. l'achat, là. Et planifier s'il y a séparation, qu'est-ce que vous faites aussi? Ça, Ouais. c'est très important. C'est Ça aussi, c'est important aussi, important. oui. Ça arrive à toutes les années. Oui. Je parle d'expérience. Ah oui, OK. J'ai hâte d'en savoir plus. Merci beaucoup, Alex. Merci. Merci à à vous. vous. Merci. Elle pense que c'est le groupe culte. Mais non, mais c'est parce que Rarès Bourlacou est là pour nous parler du fameux projet REM, le train léger, que j'ai jamais entendu parler de ça. Mais pour ma défense, c'est que je lis pas vraiment les journaux. J'ai pas le temps, là. Je suis trop occupée, moi. Mais Puis- R.E.M. étant Moi, un dans ma groupe de tête, musique. là. REM, c'est le groupe de musique, puis c'est ma tune préférée, Losing My Religion. Alors, c'est pas un projet de train. De train. Bon, voilà, je Mais me suis pourtant, ridiculisée, comme, c'est correct. comme R.E.M. a peut-être en son sens révolutionné la musique, a quand même laissé sa marque, ce train-là pourrait être Ah, révolutionnaire c'est pour un le beau Québec. lien, ça. Oui, effectivement, je pense que c'est l'une des meilleures nouvelles qu'on pourrait avoir pour ce début d'année ici à Laval. Ça va parce- se faire, là. Mais Ça va se faire, Rarès, pour les gens qui sont pas Mais trop quand- au courant de l'actualité Ouais. comme moi, Ouais. peux-tu nous résumer ça rapidement, là, Ben, ce très projet? rapidement, c'était un projet qui a été proposé d'ailleurs et avant tout par la Caisse de dépôt et placement. C'était Gouvernement du une Québec. idée pour investir de l'argent. Ben, vous savez, c'est le gérant de la base de l'Inde québécois, comme on dit, un patrimoine Des années 60,
centre avec René portefeuille de Lévesque. gestion, plus de 250. Ouais. C'est Jacques Parizeau, Jacques d'ailleurs, Parizeau, qui a oui, eu effectivement. cette idée de fonder la Caisse de dépôt et placement. Bref, après avoir fait des investissements, surtout dans la logistique, dans des dépôts, des questions comme ça au niveau international, puis il y a un bras immobilier également. Alors, ils ont proposé aux deux paliers de gouvernement de s'associer pour faire ce grand projet. Attention, c'est le plus grand projet au Québec depuis la fameuse Bay James de Robert Bourassa. OK. Avec la Manic et ses autres projets aussi d'infrastructure de barrage. Mais par contre, là, on se rend compte parce que en lisant davantage sur ce qui a été annoncé, il y a quand même le projet qui a été revu et il y a certaines villes ou certains secteurs de la grande région métropolitaine qui ne seront pas desservis, qui devaient l'être aux premiers abords. Oui, ça c'est vrai, Et- sauf qu'il aurait augmenté beaucoup les coûts parce que, bon, c'est toujours aussi une question d'investissement, coût-bénéfice. Mais là, pour Laval Parce serait que- touché. Ouais, ben, Oui. En fait, puis je lisais, là, ça va être tu sais, davantage l'ouest de la ville Oui. et la rive sud. Oui. Et la rive nord, est-ce que c'est pas un grand oublié parce que M. Demers avait plaidé pour que le REM finalement passe ici, là? Non, on va perdre juste une station qui était supposée d'être quelque part à côté de l'autoroute 13, entre les deux ponts. Donc, je pense pas que c'est une grande perte. Bien au contraire, moi, je trouve que, imaginez-vous, on va être, c'est pour cela que je dis c'est une excellente nouvelle, pratiquement, on va lier à travers cette réseau express métropolitain, on va lier le rive sud à la rive nord. Par Ça, c'est contre, quelque chose. je lisais aussi parce qu'une des études qui, voulait aller dans le projet Oui. en ce sens, c'était l'un des principaux arguments. On disait, on va sauver du temps, tu sais, le temps pour les gens. Effectivement. Mais par contre, Et les coûts, et des coûts, certains, et des coûts. certains secteurs, comme par exemple des gens, là, on va aller sur la Rive-Sud, mais à Saint-Jean-sur-Richelieu, les gens ne sauveront pas de temps finalement. C'est que le temps de se rendre à cette nouvelle gare pour prendre le REM, ben tu vas être pogné quand même dans le trafic le matin pour te rendre là. Effectivement. Alors, tu ne sauveras pas de temps. Donc, finalement, pour certains secteurs, ce ne sera pas si bénéfique que ça. C'est qu'on ne sauvera pas le 10 ou 20 stationnement minutes. aussi, Le stationnement trouvé. Donc, c'est souvent un problème. c'est le côté un peu que j'ai trouvé avec le prix et quand même, on va se le dire, Bon, plusieurs milliards, 6 milliards, 300 millions. Et qui à va peu payer près. pour ça? Ça va être la caisse de Mais dépôt, tout. et puis le gouvernement fédéral, 1 milliard et 300, puis le gouvernement du Québec, Ouais. quelque chose. Et là, si on projette ça également dans l'avenir, parce que Mme Plante, la mairesse de Montréal, ça a été l'un de ses sujets, la Ligue Oui. rose. M. Demers aussi Oui. voulait renouveler l'offre des stationnements, du métro ici à Laval. Alors, est-ce que ça ne met pas un peu en berne ces projets-là, ou du moins les revendications qu'ils ont avec moins d'importance compte tenu du REM? Non, moi, je le vois plutôt d'une manière complémentaire. Quand même, il ne faut pas oublier, bon, c'est un transport collectif. Fait qu'on priorise effectivement le transport collectif, un petit peu moins celui individuel. Bon, ça veut dire déjà une implication des gouvernements qui privilégient, dans tous les plans stratégiques qu'on note, qu'on observe, ce mantra du transport collectif. Vous vous rappelez, même dans la Ouais. campagne de Valérie Plante, elle jouait beaucoup sur ces aspects-là. Alors, il y avait besoin, il faut le dire. Là, on fait Shanghai, puis l'aéroport de Shanghai en 20 minutes en vitesse extraordinaire, Ouais, puis ouais. tandis qu'ici, on disait à plusieurs reprises, si tu viens depuis l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau pour te rendre au centre-ville, c'est comme le tiers-monde. Ouais. là, à peu Ben, près. puis surtout que déjà quand tu vas à Dorval, on s'entend-tu que c'est longtemps comparativement à d'autres aéroports. Donc, ça, En plus, en plus. Alors, ça va permettre de lier donc également Laval à l'aéroport direct avec une navette, fait que quand même, Est-ce que ça les va coûts, être pas par mal. exemple, quelqu'un qui emploie de façon quotidienne, prend le métro pour aller au boulot, paie déjà sa passe de métro finalement, Oui. est-ce que ce sera plus cher? Parce qu'on devra financer le tout, on devra, tu sais... On devra financer, puis on devra quand même avoir quelques milliers d'employés, ils nous ont dit, de manière permanente, qui vont gérer tout ce système. qu'on a Là, vu c'est sûr que ça va Mais c'est On a pour vu quelle année? l'efficacité de la- en fait? Donc, on dit, ça va commencer à venir par Brossard jusqu'au centre-ville. Ça, c'est pour graduellement. Début 2020, je pense, 2021, 2021, ouais. 2022. Savez-vous Puis ce là, graduellement jusqu'à 2024, 2025, jusqu'à ici. Ce qu'ils devraient faire, c'est un train haute vitesse Montréal-Toronto.
Puis on règle ça rapidement. Ben, encore là, ça a déjà été jasé, ça a déjà été, mais évidemment... Un Montréal-New York, ça aurait été vraiment fantastique. C'est toujours une... Puis on parlait à l'époque où Montréal-Québec, un petit peu comme les TGV français, c'est encore le cas présentement. comme au Japon. genre Sauf 20 que minutes, une si demi-heure. vous faites des études de faisabilité, vous allez noter, c'est pas un moyen de transport privilégié en Amérique du Nord. C'est quelque chose qui nous est propre. Puis Pas de le nos jours, transport ça ferroviaire. C'est en coûterait Europe, trop voilà. cher, Ouais. probablement. Effectivement, C'est pour dû à les l'étendue bénéfices de notre géographie, si on peut dire comme ça, la démographie également, on est très étendu, tandis qu'en Europe, c'est des grands pôles qui sont à La proximité. densité est plus grande. C'est limitrophe, effectivement. donc Exactement. ce serait trop onéreux finalement. Oui, effectivement. Ben, merci d'être venu nous Merci. Un grand plaisir, un grand plaisir. Aujourd'hui, on parle d'un film romantique, poétique, rempli de sensibilité et pourtant qui plaît aux hommes. Ben oui. Je trouve ça Oui. formidable. Tu as deux gars d'ailleurs ici. Ben, en fait, sur le plateau, on est à part égale avec Amy. Oui, mais c'est une fille. Ben voilà. Tout à fait. Mais 13 nominations aux Oscars. 13 nominations aux Je suis vraiment Oscars. impressionnée. Le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Alors déjà là, c'est déjà un gage de qualité, mais tu l'as dit, c'est un film qui est poétique, qui vraiment pourrait ne plaire qu'à un certain type de public, mais je pense que ce film-là est probablement le film le plus accessible. Et sans qu'a fait- superstar aussi. qu'a fait, Il y a des gens connus dans le film, il y a mais il n'y a pas Guillermo un del méga Toro. tête d'affiche. Oui, ben écoute, tous les acteurs là-dedans, bon, c'est des acteurs qui ont des rôles de soutien en général, des seconds rôles, et ça donne une richesse au film parce qu'on n'est pas distrait par telle Mais vedette. on parle de Je crois Shape, qu'on- on l'a pas parle de- nommé, on parle de hein? Shape of Oui, c'est Water. vrai, on Ça parle serait de bien De qu'on Shape dise of ça. Water, donc désolé. là. La forme de l'eau. Ouais. Ce film-là, c'est un petit bijou. Bon, les acteurs de soutien en général, la plupart sont meilleurs que les acteurs principaux qu'on connaît vrai. parce que eux, ils ont une valeur commerciale. C'est pour ça qu'ils sont les acteurs principaux. Les acteurs de second rôle, il faut qu'ils soient extrêmement vrai. bons. Ouais. Donc, ce film-là, autant les acteurs, ben, il y a eu comme 3 nominations pour ces acteurs-là. L'actrice Sally Hawkins, nomination pour meilleure actrice. Magistrale. Jenkins, Octavia Best Spencer Supporting aussi. Actor. Ouais. Ah, je l'adore, Octavia Spencer. Puis, au-delà, parce que les gens peut-être qui ne connaissent pas peut-être encore Shape of Water, qui est actuellement au cinéma, Le Labyrinthe de Pan, c'est peut-être un film qui, sonne des cloches parce qu'en 2006, ça avait été un très bon film qui avait été lui aussi considéré dans plusieurs grands galas cinématographiques d'importance. Et ça, à la fois, en même temps, ce film-là, tu sais, les deux films, Guillermo del Toro, ces films, il y a un côté très fantastique, un côté très sérieux aussi. Il y a toujours de la poésie aussi à travers Exactement, comme ces films. celui-là, Shape of Water, bon, ça se passe dans les années 60, dans un complexe Un sous-marin, gouvernemental où, bon, on a des expériences, et bon, c'est l'armée qui détient ça. Et une des personnes qui fait le ménage, qui est interprétée par, Sally Hawkins, elle découvre dans un laboratoire un homme... Amphibie, un peu. amphibien. Oui, piloté, c'est ça. comme l'histoire, une histoire d'amour entre une femme et un homme ben, amphibien. c'est la version un peu de Guillermo del Toro de La Belle et la Bête. c'est ça que je me D'une disais. certaine Carrément. façon. Carrément. Et ce film-là, il y a eu l'idée, au début des années 2010, et pendant plusieurs années, il a préparé ça tout seul. Et ça comprend, il a financé de sa poche le look du laboratoire qu'il a fait construire et aussi le costume de la créature qu'il a fait aussi. Et ça, c'est de sa propre poche. Et ce qu'il a dit, c'est si le film aurait été un flop, ben peut-être que j'aurais arrêté de réaliser parce que ce film-là est très, très, très important pour moi. Il n'est pas un flop du tout. 19 millions de budget, puis 74 millions au box-office jusqu'à date. Puis, tu sais, tu parles d'image, de création, mais l'esthétisme aussi, des décors. Puis c'est magnifique. C'est magnifique, puis c'est ce qui en fait une des forces du film, nonobstant le fait que, Sally Hawkins est vraiment excellente, puis, les acteurs de soutien Tous les également. acteurs sont bons dans ce film-là. Mais je trouvais qu'il y avait une inspiration française un peu, tu sais, le côté délicatessen, là. Délicatessen et Amélie Poulain. Moi, j'ai trouvé qu'il y a un petit côté Amélie Poulain. peut-être, ouais. Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur de Délicatessen, et Amélie Poulain, il a dit que... Il a accusé d'une certaine façon Guillermo del Toro
de plagiat, plagiat. ouais. Moi, je trouve que c'est pas du tout le cas. Bon, c'est mon opinion. Je sais pas si ça va se rendre en cours, cette affaire-là. C'est sûr que peut-être au niveau des certaines teintes de couleurs, il y a beaucoup de vert, comme dans Amélie Poulain. Il y a certains petits détails, mais Guillermo del Toro a son propre style. C'est singulier. C'est ça. Tu regardes Le Labyrinthe de Pan, tu regardes ce film-là, tu regardes Hellboy, parce qu'il a aussi les deux premiers Hellboy que j'ai. C'est vraiment rien à voir. Non, mais est-ce que tu serais prêt à qualifier ça de chef-d'œuvre cinématographique? C'est le temps qui va le dire. C'est un film excellent. C'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a quand même une certaine dose de violence dans le film. Aussi, mais Le Labyrinthe de Pan, c'était le cas un petit peu. Je pense que c'était pas un film qui était pour tout le monde. C'est drôle parce que ce film-là, moi, je me rappelle en 2006, de la manière que le film a été vendu, ça ressemblait à quelque chose d'enfantin de fantastique. Oui, de fantastique, mais pour les jeunes ou pour tout le monde. C'est ça, comme ça, pour tout le monde. Puis finalement, quand les gens commençaient à aller le voir, non, c'est très sombre, il y a beaucoup de violence, et ce qu'il faut mentionner dans le film Shape of Water, c'est l'acteur Doug Jones qui interprète la créature. Ce gars-là, c'est un contorsionniste et il a joué dans tellement de films et on s'en rend pas compte. Labyrinthe de Pan, la créature avec des cornes. C'est un spécialiste dans la matière. C'était lui. Et le monstre là avec les mains, avec les yeux, c'est lui aussi, également. Hellboy, Abe Sapien, c'est lui aussi. Parce qu'il est très fort pour aller chercher la posture, mais aussi dégager quelque chose sous... interpréter... Tout ce costume et ce maquillage-là. Ce gars-là a joué dans des centaines de films et la plupart du temps, on le remarque pas parce que c'est... C'est ça, il est toujours en dehors d'un costume. Lui, il va pour le chèque, il va pas pour être une superstar. C'est un peu ça, mais c'est quoi? Il fait penser un petit peu, là, tu vas peut-être comprendre ou peut-être penser que c'est boiteux, mais un acteur comme J.K. Simmons, par exemple, c'est un acteur qui a une forte présence à l'écran, qui n'est pas nécessairement le portrait type d'une tête d'affiche, mais qui est tellement solide et qui fait tellement la différence dans un film, dans son registre à lui. Tu sais, J. Jonah Jameson, dans les 3 premiers Spider-Man, on se rappelle de ce personnage-là. Tu sais, des acteurs qui ont l'habitude de jouer des seconds rôles, ils sont tellement plus importants que ce qu'on peut penser. Et la preuve est dans ce film-là, parce que la plupart des acteurs principaux, c'est des acteurs qui jouent des seconds rôles la plupart du temps. Donc, tu sais, il ne faut pas oublier, les premiers rôles, c'est pour l'argent. C'est pour le box-office. Mais t'as raison, c'est comme ceux qui font les harmonies, les choristes. Actuellement, ils sont encore plus talentueux que le chanteur lead. Donc, c'est la même chose au cinéma. C'est intéressant, j'avais jamais remarqué, mais c'est vrai que si tu as un second rôle, tu dois vraiment voler chaque scène. C'est toi aussi souvent qui relance le rythme. C'est toi qui garde le rythme dans finalement, dans un film. Quand tu es un acteur de soutien, ça le dit, tu es toujours en soutien. Tu es là pour mettre en valeur. Exactement. Donc, effectivement, puis je pense qu'on en a la preuve avec ce film-là de Shape of Water. Alors, on n'a plus le temps, mais on sera quand même attentif très bientôt. Les Oscars fin février. Oui! On a hâte. Merci. Merci, Nicolas. Bonjour tout le monde, Marie-France Bougie, votre chroniqueuse en santé auditive. On a vu dans les dernières chroniques comment fonctionnait l'audition et également ce qui pouvait causer une perte auditive. Cette semaine, on va regarder ensemble quels sont les signes, quels sont les premiers signes qu'on peut remarquer qui nous indiquent qu'il y a peut-être une perte d'audition. Les premiers signes auxquels on pense, c'est souvent ceux qu'on voit dans les caricatures, dans les bandes dessinées, dans les films et à la télévision. C'est le fameux « Hein? » Quand on pense à une perte auditive, on pense à une personne qui fait répéter les gens. Une personne qui ne comprend pas qu'est-ce qu'on lui dit. Et des fois même, vous allez tous avoir une personne en tête, une personne qui fait semblant qu'elle comprend, mais en réalité nous répond quelque chose qui n'a aucun lien avec qu'est-ce qu'on vient de lui dire. Premier signe donc. Le deuxième signe, ça va être souvent la télévision ou la radio qui va être trop forte. Ça va être le conjoint, la personne qui habite avec la personne et parfois même les voisins qui vont se plaindre du volume de la télévision ou de la radio qui va être trop forte. Souvent, c'est aussi la personne qui peut souffrir de perte auditive qui va avoir tendance à parler plus fort que la norme. Donc ça, on est vraiment dans les signes auxquels tout le monde est capable de penser. Les signes évidents. On va aller voir maintenant des signes pas mal moins évidents qui touchent la personne qui souffre de perte auditive. C'est des symptômes vraiment physiques. La personne va avoir tendance à avoir des maux de cou et des maux de tête.
Parce que c'est pas juste dans les caricatures que la personne va faire ça. Même si elle n'utilise pas sa main, les personnes qui ont de la difficulté à entendre vont avoir tendance à faire des mouvements de cou et à s'avancer pour aller chercher le son. Donc, c'est vraiment réel. On peut avoir des maux de cou et des maux de tête puisque le cou est relié à la tête. Symptôme physique principal, on va parler de fatigue. Les gens sont fatigués à la fin de la journée parce qu'ils doivent faire des efforts constants pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on leur dit. C'est encore pire dans les situations en bruit. Au restaurant, dans les soupers en groupe, en famille, là, la personne va vraiment devoir faire des gros efforts pour essayer de comprendre et de suivre la conversation. Donc là, le symptôme de fatigue va être extrêmement présent. On a aussi un symptôme physique qui s'appelle l'acouphène. L'acouphène est un bruit que la personne va entendre dans une ou deux oreilles. Ça peut être un silement, un petit « i » ou encore un grichement ou un « ch ». Des bruits comme ça qui sont constants que la personne va surtout entendre quand c'est le silence autour d'elle. Elle va moins les entendre quand il y a du bruit, de la musique, des discussions. Mais quand elle se retrouve dans le silence, dans son lit le soir, par exemple, elle va les entendre très fort. Ça, en réalité, c'est souvent nos petites cellules ciliées, si on se rappelle les chroniques précédentes, qui envoient un signal au cerveau pour dire « Hey, j'entends plus, qu'est-ce qui se passe? » Donc, on a nos symptômes généraux, on a nos petits signes qui sont physiques, puis on a ensuite les signes sociaux. Ça, c'est dommage parce que c'est des signes souvent qui ne seront pas remarqués parce que ça touche souvent les personnes qui sont seules et qui vivent seules. Les symptômes sociaux sont surtout des symptômes d'isolement. La personne a peur de demander aux gens de répéter. La personne a honte de demander aux gens de répéter. Alors souvent, ce qu'elle va faire, c'est tout simplement se retirer de son milieu social. La personne va arrêter d'aller voir des concerts, va arrêter d'aller voir ses amis, va arrêter d'aller jouer aux cartes. En famille, vous avez peut-être une tante, un oncle, un grand-parent qui va avoir tendance à s'asseoir plus loin dans la pièce, à ne pas participer à vos conversations, puis également même à ne pas jouer au jeu parce que la personne préfère « c'est correct, je vais vous regarder à la place, je suis heureux comme ça ». Ça, c'est des symptômes qui ne mentent pas. Encore une fois, pour l'entourage, c'est important de rester alerte à ces symptômes-là parce que souvent, c'est des personnes qui vont être seules. Quand la personne habite avec un conjoint, les signes vont être remarqués plus rapidement. Maintenant, quand la personne a des signes et vous savez qu'elle a une perte possible, vous voulez l'encourager à aller consulter. On va regarder dans une prochaine chronique qui aller voir, quoi faire à ce moment-là. Mais comment aborder le sujet avec la personne? Déjà en partant, vous pouvez l'aborder en lui donnant l'information. Par exemple, tu sais, il y a des dépistages auditifs qui sont offerts par des audioprothésistes. Tu devrais y aller, tu n'as rien à perdre. Sinon, on peut y aller en présentant à la personne les symptômes que nous, on ressent par rapport à sa perte auditive. Par exemple, « J'aimerais vraiment ça que tu ailles consulter parce que moi, ça m'inquiète pour ta santé. » Ou encore, « J'aimerais vraiment ça que tu ailles consulter parce que moi, je commence à être frustrée de te demander de baisser le volume de ta télévision. » Donc, n'hésitez pas à parler à la personne. Et sinon, vous pouvez encore l'encourager à prendre le téléphone et à appeler pour demander des conseils dans une clinique d'audioprothèse pour quelqu'un d'autre. Par exemple, la personne va appeler et demander des conseils pour sa tante fictive, même si c'est pour elle-même. Je vous encourage fortement à parler à vos proches, à les encourager à consulter. Je vous dis quoi faire dans une prochaine chronique. Bonne semaine! Étant donné qu'on s'est éternisé dans l'introduction, Ouais. parce que c'était interminable. Et surtout qu'Alain, notre réalisateur, joue au Candy Crush pendant qu'on travaille. Oui. On va finir ça assez rapidement. Alors, on va faire ça rapidement à la conclusion. Écoute, qu'est-ce qui se passe au Bigo? Il se passe qu'on a 3 500 $ à gagner, dont 2 500 $ la carte pleine. Yes! Non, mais... OK. On coupe pas. On coupe pas, on continue. On Parfait. continue. OK, moi, j'allais avoir un fou rire, mais je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié l'émission. TVRL.ca, page Facebook. Soyez là la semaine prochaine. On vous aime! Salut!